Céline Lagarrigue, donc je travaille à l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse. Donc moi, je suis au siège de l'agence de l'eau et j'ai en charge en fait, en gros, tous les enjeux émergents de l'assainissement. Donc tout ce qui est valorisation, énergie, matière, tout ce qui est micropolluants et microplastiques. Donc du coup, c'est moi qui vais vous présenter les résultats de notre analyse des données RSDE, donc des campagnes qui ont eu lieu en 2018 et qui ont un peu débordé sur 2019. Alors juste, je vais revenir à nous, notre objectif. Pourquoi est-ce qu'on a réalisé ce travail-là? On l'a fait pour le bassin et uniquement pour les actions du bassin. Donc tout ce que je vais vous dire là, ça reste valable pour le bassin Rhône-Méditerranée-Corse. Et en parallèle, il va y avoir une analyse nationale des résultats qui va être menée par l'INERIS, mais avec des objectifs qui vont être différents. Nous, notre objectif, il était double. C'était le premier, de donner aux collectivités du territoire des éléments clés pour mieux comprendre leur contamination et pour mieux interpréter leurs résultats dans le cadre de RSDE. Donc, on verra que ça passe par donner des valeurs repères de concentration de micropolluants. Le deuxième objectif, c'était d'orienter les actions de l'agence vers une liste de stations cibles pour pouvoir ensuite déployer des actions, des opérations collectives ou alors d'autres types d'actions de réduction des micropolluants. Donc là, on est dans une logique d'action opérationnelle de l'agence vers quelle collectivité, vers quelle station il faut que nous, on soit proactifs pour initier des actions de territoire. Enfin, il y avait un troisième petit objectif qui était de comparer ces résultats avec les résultats qui avaient été acquis dans l'étude RSDE précédente en 2011 et où nous aussi on avait fait ce même travail. Donc du coup, on pouvait vraiment comparer les deux méthodes. Et par contre, je le dis direct en introduction de cet exposé, mais on ne fait pas du tout de lien avec la toxicité des molécules ou la toxicité des rejets. Donc, dès que vous verrez des concentrations, des molécules qu'on fait ressortir en disant les concentrations sont fortes, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a un enjeu très très important parce que c'est pas forcément associé à une toxicité importante. Donc ça demanderait une étude à part entière et ça n'a pas été l'objet de cette étude-là. Donc juste pour vous dire que au cours de cette présentation, voilà, ça va s'organiser en 5 étapes. Et qu'on va commencer par vous parler de qu'est-ce qu'on a fait avec les données, comment est-ce qu'on a réalisé notre base de données. Je vais ensuite vous parler de ces fameuses valeurs repères au niveau des concentrations. On fera aussi un focus sur l'évolution des concentrations tout au long de la filière de traitement de la station d'épuration. On finira par du coup comment on a réussi à cibler les stations et en finale on fera une petite conclusion sur ce qu'il faut que vous reteniez et les messages qu'il faut ramener chez vous. Donc première partie, la base de données qu'on a construite sur les bassins Rhône-Méditerranée et Corse. Je vous rappelle juste dans quel contexte on a acquis ces données. On est dans un contexte d'action nationale, donc RSDE, avec les stations qui sont visées, c'est des stations de plus de 10 000 équivalents habitants. Et donc, nous, sur le bassin, ça correspond à 348 stations. Voilà, donc après, avec des larges gammes de familles que vous connaissez aussi bien que moi, donc des métaux, des pesticides, des HAP, voilà, il y a tout un panel de substances qui sont recherchées. Cette action nationale RSDE, elle porte avant tout sur l'entrée et la sortie de la station avec des modalités techniques qui sont décrites dans la note d'août 2016 et elle concerne 6 campagnes entrées et 6 campagnes sorties. Nous, pour les bassins Rhône-Méditerranée et Corse, en fait, on avait conditionné notre intervention en termes de subventions à la réalisation, en plus de ces 2 campagnes entrée et sortie fil eau, à la réalisation de 3 campagnes sur des boues. Donc, c'était les modalités techniques qui sont décrites dans l'appel à projet de l'agence de 2017. Et donc, par contre, on avait demandé juste 3 campagnes sur ce compartiment avec une liste de substances qui a été construite en miroir de celle qui était faite sur l'entrée et la sortie, mais en se focalisant que sur les substances plutôt hydrophobes, donc plutôt susceptibles de se retrouver dans les boues, et aussi les substances qui étaient facilement, entre guillemets, analysables par des laboratoires en routine. Donc, ça représente combien de stations
En base de données RMC, on a engrangé les données de 235 stations sur les volets hauts, donc entrée et sortie. Donc ça correspond à 64% des stations soumises à RSDE et 79% de la capacité épuratoire sur ces stations-là. Et pour les boues, on a pu récupérer les données de 153 stations, donc ça représente 70% des stations qui ont répondu à l'appel à projet et pour lesquelles on a donné une subvention. En fait, du coup, on se retrouve avec un travail qui est moins exhaustif que l'analyse qu'on avait pu faire en 2011. En 2011, on avait récupéré quasiment toutes les données de toutes les stations. Ici, en fait, on se retrouve avec un échantillon qui est un tout petit peu moins important que celle qu'on avait qu'en 2011, mais qu'on a considéré quand même comme représentatif du parc épuratoire du bassin, que ce soit en termes de taille, de filière ou de géographie. Tout ça, en fait, ça s'explique par des difficultés de dépôt de données. Donc, en particulier, nous, sur notre applicatif, donc qui est à mesure rejet, donc MR, là, qui est noté sur la diapositive, qu'on a dû paramétrer et qui a demandé un gros travail de paramétrage pour pouvoir récupérer la donnée. Et puis surtout sur les données bouts, en fait, on n'a jamais pu utiliser notre applicatif pour bancariser les données. Donc, ça a été une difficulté assez importante pour récupérer toutes ces données-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a décidé de faire sur ces données une fois qu'on les a récupérées? On a fait d'abord une première étape qui est très facile à dire sur cette diapositive, c'est une ligne, c'est une étape de validation des données, mais qui a pris énormément de temps. En gros, on a trié toutes les données, on a vérifié que les unités étaient les bonnes. Quand il y avait des données qui sortaient du lot, on a systématiquement envoyé des mails au service d'assainissement pour qu'ils nous valident que c'était bien la donnée qui était remontée par les labos et que c'était pas une erreur de transmission de la donnée. Enfin, du coup, ça a demandé un gros travail de validation pour constituer 3 bases de données, donc une base de données haut d'entrée, une base de données haut de sortie et une base de données bout. Ensuite, en termes d'analyse, on a fait des calculs relativement simples puisque c'est des statistiques de base. Hein. On a calculé des moyennes, des fréquences de quantification, des médianes et des quartiers, donc relativement facile et relativement simple. Donc vraiment avec un objectif de définir quelle était cette contamination moyenne par les micropolluants en entrée, en sortie et dans les boues de stations d'épuration. On n'a pas fait d'analyse sur les flux, on a fait une analyse uniquement sur les concentrations. Donc on n'est pas allé rechercher les débits pour calculer des flux. Et enfin, la dernière chose qu'on n'a pas fait, c'est qu'on n'a pas fait de calcul de substances significatives. Ça, pour nous, c'est l'exercice RSDE qui correspond à une demande de la réglementation. Mais nous, comme je le disais, on a travaillé pour notre bassin, pour des actions opérationnelles de l'agence. Donc, pas forcément avec un objectif de répondre à la réglementation. Donc, juste une petite diapo pour faire un petit focus sur la base de données bout, puisque en fait, c'était une première pour nous de récupérer tant de données sur les boues et les micropolluants, qui constituait d'ailleurs une étape inédite qui nous a demandé quand même pas mal de travail et qui ont sorti à pas mal de difficultés. Donc, on a quand même une belle base de données avec plus de 150 stations, mais on est bien conscient que c'est une première et que du coup, il faut quand même prendre ces données avec du recul vis-à-vis de ce que peut nous donner les laboratoires. Sur ce type d'analyse. En particulier, il y a des LQ qu'on avait demandé, donc des limites de quantification qu'on avait demandé sur certains paramètres qui ne sont pas respectés. Globalement, c'est respecté, mais sur certaines valeurs, il y a eu des problèmes. Donc, on a quand même bien pu discuter avec les laboratoires et ça, rien que sur ce point-là, c'est quand même assez positif. Ce qu'on a quand même fait pour essayer de valider un peu notre base de données bout, puisqu'on n'était quand même pas très sûr de nous sur ce point-là, c'était qu'on a comparé ces données-là avec les données de la littérature scientifique, parce qu'il y a quand même des données qui existent de projets de recherche, là, faits par des laboratoires de recherche, avec des LQ qui sont même inférieures à celles que nous, on avait demandées. Et du coup, on voulait comparer les deux valeurs pour essayer de se dire si on était dans les mêmes ordres de grandeur ou pas. Globalement, on se retrouve tout le temps dans les mêmes ordres de grandeur, donc on s'est dit que finalement, on n'était pas trop mal sur notre base de données. En fait, sauf pour 2 substances, le DEHP et le BDE 209. Là, on est quand même relativement loin des données de la biblio et du coup, on a
éliminer ces 2 molécules des résultats et on a préféré les exclure de l'analyse pour être certain qu'on ne dise pas n'importe quoi avec ces 2 molécules-là. On n'a pas été chercher plus loin pour l'instant, on ne sait pas vraiment pourquoi ces 2 molécules-là ne correspondent pas à ce qui est marqué dans la biblio. Mais en tout cas, pour pas prendre de risques et pas jeter de discrédit sur l'ensemble des analyses, on a préféré les rejeter ces 2-là. Donc voilà pour la base de données. Donc le premier travail qu'on a engagé, c'est de constituer ces fameuses valeurs repères. Et pour ça, en fait, on a défini un effluent moyen sur le bassin et on a fait 3 graphiques, voilà, qui sont là en tout petit, mais après vous allez voir, il y a un exemple, je vais zoomer sur quelque chose. Donc voilà, on a fait des graphiques et qui vont résumer sur chacun d'eux les concentrations moyennes qu'on a pu mesurer et les fréquences de quantification. Notre objectif à nous, c'est de donner ces tableaux et d'en faire des guides pour les collectivités, les services publics d'assainissement, pour faire ressortir finalement les valeurs atypiques sur vos territoires. Une valeur atypique, on la définit comment? On la définit comme soit une valeur qui est largement supérieure à la concentration moyenne qui est quantifiée sur le bassin, soit c'est une molécule que vous avez peut-être quantifiée 6 fois sur les 6 campagnes, par exemple sur les eaux de sortie, et que nous, sur le bassin, on mesure qu'une fois sur 10, avec 10% de fréquence. Donc ça veut dire que vous avez quelque chose sur votre effluent qui dénote par rapport à la moyenne du bassin. Et pour nous, c'est sur ces valeurs atypiques qu'il faut vraiment creuser et qui fait un peu la différence entre des sources qui sont diffuses et qui vont être communes à toutes les collectivités et des sources qui sont vraiment spécifiques de votre territoire. Donc, si on regarde un peu plus en détail ces graphiques-là, alors ces graphiques, on les a pas forcément inventés, hein, ils existaient déjà, mais on les a juste repris dans notre étude. Donc là, c'est le graphique zoomé qui correspond aux eaux de sortie. Donc un abscisse qui s'affiche pas, vous avez les concentrations moyennes quantifiées. Et en ordonnée, vous avez les fréquences de quantification. Et en fait, on a placé sur chaque case, donc sur chaque classe, les molécules en fonction de leur fréquence de quantification moyenne sur le bassin et en fonction de la concentration moyenne. La concentration moyenne, elle est écrite ici entre parenthèses, donc en microgrammes par litre. Et nous, on considère en fait qu'il y a quelque chose qui est atypique quand il y a un changement de classe, soit de concentration, soit de fréquence de quantification. Alors, il faut quand même vérifier ici avec les valeurs, hein, parce que là, ça doit être jusqu'à 1 milligramme par litre. Si vous avez 0,90 et que vous passez ici à 1,2, c'est peut-être pas forcément significatif. Mais par contre, si vous avez du nickel, que normalement on est à 5,2 milligrammes par litre et que vous êtes à 25, donc vous êtes ici, c'est que ça veut dire qu'il se passe quelque chose sur votre territoire et que vous devez certainement creuser. Par contre, si vous êtes à 5, ça veut dire que vous correspondez finalement aux concentrations moyennes sur le bassin. Là, on va commencer à rentrer un tout petit peu plus dans le détail de ce qu'on a retrouvé sur chacun des compartiments. Donc, on commence par l'entrée, où là, toutes les substances qui étaient recherchées ont été quantifiées au moins une fois. Et donc, sur ce compartiment-là, c'était une nouveauté par rapport aux campagnes de 2011 qui étaient uniquement centrées sur la sortie. Donc, en moyenne, on a mesuré 18 substances en entrée et avec, pour 22 d'entre elles, des fréquences de quantification qui dépassent les 70%. Globalement, donc, il y a plutôt 4 familles qui sont concernées par ce compartiment en entrée. Donc, les métaux, les pesticides, les HAP et les alkylphénols. En ce qui concerne la sortie, donc là, par contre, on a 12 substances qui n'ont jamais été quantifiées en sortie et il y a seulement 6 substances qui sont quantifiées en sortie en moyenne, comparativement donc à l'entrée où il y en avait 18. Et là, donc, c'est plutôt 2 familles qui ressortent, les métaux, donc le zinc, le cuivre, dont on a l'habitude de parler, et les pesticides, AMPAC, glyphosate et imidaclopride. Donc, c'est 3 nouvelles molécules par rapport à la campagne de 2011, mais qui ressortent fortement dans l'analyse de 2018. Donc, sur ce compartiment-là, on avait des données
de la campagne précédente en 2011 et on a pu donc faire des comparaisons entre ce qu'on avait mesuré en 2011 et ce qu'on a mesuré en 2018. Et donc, en fait, globalement, on se retrouve avec des mêmes ordres de grandeur et pas de différence majeure entre les deux campagnes 2011 ou 2012, à part quelques petits paramètres, mais rien de vraiment significatif. En ce qui concerne les boues, on a 3 substances qui n'ont jamais été quantifiées dans les boues. Et là, par contre, sur les substances quantifiées, le nombre de substances quantifiées, on a 30 substances qui sont quantifiées, donc c'est quand même largement supérieur à ce qu'on pouvait mesurer, soit en entrée et soit en sortie sur la philo. Et à chaque fois qu'on mesure ces substances, on les mesure avec des fréquences de quantification importantes, puisque par exemple, pour tous les métaux, on a des fréquences de quantification systématiques sur toutes les stations de 100%. Et on mesure également plutôt les substances hydrophobes, donc les retardateurs de flamme PBDE, qui sont aussi quantifiés avec des fréquences importantes mais des concentrations faibles. Donc tous les HAP et au niveau du pesticide, l'AMPA qu'on va mesurer finalement sur l'ensemble des 3 compartiments. Donc sur ce tableau-là, je fais la comparaison entre les 3 compartiments. Donc avec sur le volet haut, plutôt moins de substances, moins de fréquences de quantification. Et puis les 2 compartiments qui ressortent le plus, l'entrée et surtout les boues, où là on va se retrouver avec pas mal de substances quantifiées et des fréquences à chaque fois plutôt importantes, mais avec des substances qui varient en fonction du compartiment qui est visé, avec les boues surtout des substances hydrophobes, entrée des mélanges de substances hydrophiles et hydrophobes, et puis en sortie plutôt des substances hydrophiles et en particulier tous les pesticides qui ressortent vraiment de l'analyse. Donc AMPA, glyphosate qui ressort sur aussi tous les compartiments. Donc là maintenant on va passer à l'évolution le long de la filière de traitement. Puisqu'on avait fait l'entrée, la sortie et les boues, on pouvait s'amuser à regarder quelle pouvait être l'évolution le long de la filière entre l'entrée et la sortie et dans les boues. On s'était aussi on avait aussi décidé de calculer en fait des bilans matière sur la station, puisqu'on avait les 3 compartiments, et essayer de voir si on arrivait à expliquer l'entrée de la station par les 2 sorties, à la fois la boue et la sortie eau. Et en fait, on n'a pas réussi à faire boucler les bilans matière pour les éléments où il n'y a pas de biodégradation et qui sont plutôt conservatifs. Ça, c'est pas forcément une surprise parce qu'il y en a d'autres qui ont essayé de faire ces bilans matière et qui n'ont pas réussi, même des organismes de recherche. Mais bon, on a quand même essayé. Donc, on n'y arrive pas, comme tout le monde. Donc, la première chose qu'il faut avoir en tête, c'est que les concentrations qu'on va mesurer, c'est des concentrations qui sont très variables, avec des variabilités très importantes en entrée et dans les boues. Mais que cette variabilité, elle existe aussi en sortie. Donc ça, c'était un peu une surprise par rapport à l'analyse précédente qu'on avait réalisée en 2011, puisqu'on avait plutôt mis en évidence une variabilité faible qui était de l'ordre de grandeur de l'erreur de mesure, en fait, de l'incertitude sur la mesure. Et c'est pas un élément qu'on retrouve ici dans l'analyse en 2018. Donc on se demande si le fait de passer de 4 campagnes en 2011 à 6 campagnes en 2018, on n'a pas du coup accès à la large variabilité en fait qu'on peut avoir sur une station d'épuration en sortie, à la fois parce qu'on a plus de campagnes et à la fois aussi parce que en 2018 ils s'étaient obligés de les espacer de minimum 1 mois entre 2 mesures, ce qui n'était pas le cas en fait en 2011. Cette variabilité, en tout cas, elle n'est pas expliquée par la filière de traitement qui est mise en place sur la station. On n'a pas vu de différence significative entre les filières de traitement, que ce soit l'aération prolongée, du biofiltre ou du bioréacteur à membrane. Sauf dans un cas qui est un cas un peu particulier et qui est la station d'épuration des bouillides et qui est sur notre bassin, mais qui a un traitement tertiaire avec un objectif de traitement des micropolluants. Donc, c'est un peu normal qu'on voit l'influence de cette filière en sortie de station, plutôt des concentrations plus basses et avec un nombre de substances aussi inférieur aux moyennes qu'on a pu voir sur le bassin. Donc, vu qu'elle a été designée pour ça, c'est assez évident. Par contre, on n'en a qu'une sur le bassin qui fonctionne selon ce type de
de traitement, donc on peut pas élargir à d'autres stations. Et par contre, sur cette station-là, on était plutôt dans les stations assez chargées en entrée. Donc, on était dans la moyenne du bassin sur l'entrée. Et sur la boue, par contre, il n'y a pas du tout d'impact de la filière de traitement tertiaire, puisqu'on retrouve des boues qui sont relativement moyennes par rapport au bout du bassin. Et cette variabilité, elle n'est pas non plus expliquée par la taille de la station. D'une manière assez intuitive, on peut penser que la variabilité, que les concentrations, elles sont plus fortes quand on est sur des stations de taille plus importante. Mais ça, en fait, c'est pas mis en évidence par l'analyse statistique. Donc là, on a choisi d'illustrer avec le flux en antenne. Donc là, sur ce graphique, vous avez en bas, en abscisse, pour chacune des classes de taille de concentration. Donc là, c'est l'inférieur à 30 000 équivalents, là, entre 30 et 50 000 équivalents, là, entre 50 et 100 000, là, les plus de 100 000, et là, le total. Les concentrations donc qu'on a mesurées qui sont en abscisse ici pour l'entrée et pour la sortie. Donc sous forme de boîte à moustaches. Donc on peut bien voir, pour revenir dessus, sur la variabilité en fait qu'on peut avoir sur ces concentrations. Donc là par exemple les variabilités en entrée qui sont très très importantes comparativement aux variabilités en sortie, mais qui restent quand même observables en sortie. Et donc sur ces valeurs-là, on a enlevé les max parce que sinon on n'aurait rien vu. Globalement, si on regarde quand même la médiane qu'on mesure, en fait, on voit que cette médiane, elle reste la même, quelle que soit la taille de la station. Donc là, si on regarde en entrée, qu'on soit inférieur à 30 000 équivalents, qu'on soit entre 30 et 50, qu'on soit entre 50 et 100 000, ou qu'on soit sur le total du bassin, finalement, la médiane, elle est relativement constante tout au long de la filière, des tailles de station. Voilà. Et donc là, ce qu'on a quand même aussi mis en évidence, c'est qu'il y avait une diminution des concentrations entre l'entrée et la sortie, qui était associée aussi à une diminution des fréquences de quantification dans la file eau. Donc, sauf pour quelques molécules, donc glyphosate, AMPA et imidaclopride. Donc, imidaclopride, c'est la molécule qui traverse complètement la station sans être affectée. Donc, l'AMPA, il y a même une augmentation un tout petit peu des concentrations du fait que de toute façon, l'AMPA, c'est un produit de dégradation du glyphosate, et le glyphosate, il y a une toute petite diminution, mais qui n'est pas vraiment très significative. Donc là, en fait, on a voulu illustrer cette diminution des concentrations et des fréquences de quantification sur les graphiques qui sont là. Donc on repart sur le graphique que j'ai présenté tout à l'heure et qui permet de définir les fluents moyens sur le bassin, donc avec en abscisse les concentrations et en ordonnée les fréquences de quantification. Et sur chaque classe, en fait, la couleur, elle est foncée. Plus la couleur elle est foncée, plus le nombre de substances dans chaque classe est important. Et donc là, ce qu'on a essayé de montrer, c'est que finalement, on avait pas mal de substances qui pouvaient se situer ici, donc sur des fréquences assez fortes avec des concentrations voilà, aux alentours de 1-10 microgrammes par litre, et que finalement, quand on regarde en sortie, donc l'entrée en haut, la sortie en bas, on avait plutôt un déplacement des substances qui s'opéraient donc du haut de la figure vers le bas, donc plutôt vers des concentrations plus faibles et des fréquences de quantification plus faibles. Ce qu'on a aussi mis en évidence, c'est un transfert des substances dans les boues, avec surtout les molécules les plus hydrophobes qu'on peut mesurer en entrée et qu'on mesure systématiquement dans les boues avec des fréquences de quantification de 100% pour 14 substances, donc plutôt des métaux, les HAP et les PBDE. Et il y a par exemple, il y a que 5%, il y a que 5 substances en entrée qui sont quantifiées à 100% contre 14 dans les boues. Donc on est vraiment là sur la mise en évidence du rôle intégrateur de pollution que jouent les boues pour les substances hydrophobes, puisqu'on est sur un temps de séjour qui est long, on est sur un temps de séjour de 20-21 jours. Donc forcément, on va intégrer tout ce qui se passe sur la totalité de la période entre 20 et 21 jours. Donc du coup, on accumule dans les boues avec des concentrations qui peuvent paraître élevées, puisqu'on a 13 substances qui dépassent le milligramme par kilo.
Et là, on est bien sur du milligramme et pas sur du microgramme. Donc là, c'est des concentrations qui peuvent paraître élevées, mais du coup, on a voulu comparer aux valeurs de l'arrêté du 8 janvier 98 relative à l'épandage des boues de stations d'épuration. Donc là, sur ce tableau, en fait, vous avez toutes les substances qui sont réglementées dans le cadre de cet arrêté. Sur la première ligne, vous avez les valeurs limites qui sont données dans cet arrêté. Sur la deuxième ligne, vous avez les valeurs moyennes qu'on a mesurées, nous, sur notre bassin. Et en troisième ligne, vous avez le nombre de dépassements par rapport au nombre total de mesures. Donc, en fait, quand vous regardez ici, le premier enseignement, c'est que finalement, quand on regarde les concentrations limites et les concentrations moyennes sur notre bassin, on est quand même loin de la cible. On est quand même largement inférieur. Attention aux concentrations, on est bien sûr du milligramme par kilo. Faites attention sur les boues parce qu'il y a vraiment beaucoup de résultats qui sont donnés en microgrammes et d'autres qui sont donnés en milligrammes. Donc, quand on fait des mélanges, on peut faire des interprétations qui vont très vite, alors qu'en fait, c'est juste un problème d'unité. Donc, on est quand même loin de la cible. Et quand on regarde le nombre ici de dépassements par rapport à la norme, qui sont donc dans l'arrêté, je dis encore épandage, on est finalement sur assez peu de dépassements. Le nombre le plus important, c'est sur le nickel où on a 6 dépassements, donc 6 fois une concentration qui est supérieure à 200 mg par kilo. Attention quand même, j'insiste, que là, ce que je vous donne en nombre de déplacements, c'est pas forcément des non-conformités réglementaires. Pourquoi? Parce que déjà, il y a toutes les stations qui sont concernées par cette analyse-là et que toutes les stations ne vont pas en épandage debout. Il y a aussi des stations qui vont en incinération et qui sont là-dedans. On n'a pas fait l'analyse complète pour savoir si les dépassements étaient associés à des valeurs qui vont en incinération. On n'est pas allé jusque-là. Mais en tout cas, il y a tout de mélangé, donc ça ne veut pas forcément dire qu'il y a des non-conformités réglementaires. Et je tiens aussi à dire que la conformité réglementaire, elle s'apprécie en sortie de filière boue, donc après déshydratation, méthanisation, séchage, et que nous, en fait, nos mesures, elles sont plutôt réalisées en entrée de filière boue, donc en sortie de la filière eau. Donc, il y a quand même un point de mesure qui est différent, donc il faut quand même prendre du recul vis-à-vis juste de cette analyse-là, mais on est plutôt finalement maximisant, nous, en prenant en sortie eau. Donc, si on n'a pas beaucoup de dépassement, c'est plutôt quand même un signe positif vis-à-vis des valeurs réglementaires. On a quand même fait, alors dernière analyse qu'on a essayé de faire, c'est essayer de faire ressortir des substances qu'on considérait comme un enjeu environnementaux. Donc là, ce qu'on a dit, c'est qu'on allait regarder les deux sorties, donc notre sortie eau et les boues, et essayer de les comparer à des normes de qualité de l'environnement. Donc pour la valeur en sortie eau, c'était facile, on avait les NQE. Donc on a utilisé les NQE et on a comparé les concentrations moyennes à 10 fois la NQE pour intégrer un peu la dilution. Et donc on a mesuré une forme d'impact sur les cours d'eau. Et donc là, il y a 10 substances en sortie qui, selon notre analyse, pourraient à un moment ou à un autre impacter les cours d'eau. Donc il y a 3 métaux, DHAP, un pesticide, quelques substances, voilà, autres, 10 substances sur les 96 qu'on a mesurées. Donc, assez peu finalement. Quand on a voulu faire exactement essayer de dupliquer tout ça sur les boues, on s'est heurté à pas mal de difficultés. Parce que ces fameuses NQE, elles n'existent pas pour les boues. Donc, on a comparé nos valeurs de concentration au PNEC, donc des concentrations de non-effet prévisibles, pour essayer d'évaluer un impact sur les sols de cette fameuse matrice boue. Sachant que pour récupérer ces PNEC, on s'est plutôt basé sur des valeurs qui étaient dans des projets de recherche et que ces PNEC, elles n'existent pas pour l'ensemble des molécules. Elles existent sur quelques molécules, mais pas sur les 71 que nous, on avait mesurées. Et de cette analyse, donc il y en a 4 qui ressortent, donc deux nonylphénols et puis le chrome et le cuivre. Donc, je le redis, attention sur les valeurs, sur cette analyse là, sur les boues qu'on a pu faire, parce que vraiment, on s'est heurté à ces difficultés du manque de connaissance de ces valeurs seuil, et que, en tout cas, nous, on s'est dit qu'il y avait quand même quelque chose à faire, parce que
parce que il y a quelque chose qui manque à ce niveau-là. Sachant que ces PNEC, elles sont pas pour toutes les substances et que dans la plupart des cas, elles sont issues des PNEC sur le compartiment eau et qu'elles sont interprétées et réinterprétées pour être utilisables sur le compartiment bout. Donc en fait, ça pose aussi beaucoup de questions sur la méthode. Nous, on a calqué la méthode sur les projets de recherche, mais en tout cas, pour nous, ça nous semble, il faut quand même creuser sur ce point-là. Voilà pour les principaux résultats sur le bassin. Donc là, je vais juste vous présenter assez brièvement comment est-ce que nous ensuite on a utilisé tout ça pour cibler les stations qui nous intéressaient pour notre bassin et pour aller plus loin, pour aller peut-être les démarcher et être proactifs vis-à-vis de ces stations. Céline, oui. L'écran que tu vois, tout le monde le voit. Est-ce que tu veux prendre 10 secondes pour... J'arrive pas à l'enlever. Tu n'arrives pas à l'enlever? Ouais, j'arrive pas. En fait, il me dit déplacer cette fenêtre, mais j'arrive pas. D'accord. Est-ce que on peut... Attendez, je vais arrêter et reprendre. Voilà. Exactement. Attends. Hop. J'en profite pour vous dire qu'on cherche une solution pour vos collègues qui n'ont pas pu se connecter et qu'on fera en sorte de leur fournir l'information. Est-ce que ça va mieux là? Vous voyez ou pas? Ça a l'air bon. C'est bon? Oui, parfait, merci. Ouais. Allez. Alors du coup, juste comment est-ce qu'on a décidé de cibler les stations? On s'est dit qu'on allait utiliser exactement la même méthode que celle qu'on avait fait en 2011 et qu'on allait utiliser ce qu'on appelle nous les valeurs maximales, en considérant que en fait celles vers lesquelles il fallait aller en priorité, c'est celles où on s'éloignait vraiment vraiment beaucoup des valeurs du bassin et que sur celles-ci il y avait vraiment quelque chose à creuser parce que c'était ça semble vraiment atypique mais les plus atypiques en fait. Donc en entrée, on a considéré qu'on était dans une valeur max quand on avait une concentration qui était supérieure à 10 fois la médiane, donc on est vraiment sur des choses très très importantes. Et en sortie haut et dans les bouts, on a considéré qu'on était une valeur maximale quand on avait une concentration qui correspondait à 5 fois la médiane. Donc on a mouliné toutes ces données-là. Et en fait, au total, on fait ressortir 227 stations. Donc ça, c'est un point qui nous a beaucoup surpris parce qu'en fait, sur la première analyse en 2011, quand on a utilisé exactement la même méthode, on s'était retrouvé avec 10 stations qui ressortaient 15-20 stations au maximum. Et puis là, en fait, on fait ressortir quasiment toutes les stations du bassin qu'on a récupérées, avec des choses qui sont très différentes d'une station à l'autre, puisqu'il y a à peu près 15% des stations où il n'y a qu'une seule substance, donc une seule valeur max. Et par contre, sur 20% des stations, on a au moins 10 valeurs max. Donc on s'est dit, on peut pas utiliser que ça, il faut aller plus loin en termes de priorisation. Et donc, à partir de cette première liste où on a identifié les stations où il y avait des valeurs max, on a essayé de trier et de mettre en place en fait des critères pour savoir si on les retenait ou pas. Donc en fait, on en a retenu 3 critères. Le premier critère, c'était une station avec au moins 2 valeurs max en sortie, elle était retenue. Pourquoi on a utilisé ce critère? Parce qu'on s'est dit que quand même, la valeur en sortie de station, c'était quand même important pour la protection des milieux aquatiques. Donc, du coup, on a attiré vraiment on a donné plus d'importance à ce compartiment eau de sortie que sur les autres compartiments. Ensuite, si on avait une station qui avait des valeurs max dans les 3 compartiments, entrée, sortie et bout, on l'a aussi conservé. Et enfin, on a conservé toutes les stations qui avaient plus de 10 valeurs max. Et là, on retombe à 96 stations. Donc là, on est parti sur ces 96 stations avec 42 de ces stations qui sont déjà sur des territoires d'opération collective. Et après, sur cette première liste, en fait, de 96 stations, il y a des stratégies d'action qui sont encore à construire. Je pense qu'il y a déjà une première étape de consolidation de la liste parce qu'il faut se confronter un peu au maître d'ouvrage en se disant dans quel cadre vous avez fait votre mesure, est-ce que votre mesure elle est bien faite en temps sec, est-ce qu'elle est faite en temps de pluie. Enfin voilà, il y a pas mal de choses à confronter en termes de résultats.
Et puis après, les stratégies d'action à construire, elles vont s'adapter aux problématiques de territoire. On va pas avoir les mêmes stratégies d'action si par exemple on mesure que des pesticides en sortie ou alors si on mesure tout un panel de molécules assez différents. Donc voilà, tout ça, c'est à construire au fur et à mesure et ce sera à construire aussi avec les collectivités qui sont ciblées dans ces 96 stations. Voilà pour juste la constitution de la liste des stations prioritaires. Je n'irai pas plus loin sur ce volet-là. Juste, je vais finir par ce qu'il faut retenir. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que nous, ce qu'on voulait, c'était vraiment vous donner un guide pour l'interprétation de vos données pour les services d'assainissement et donc, du coup, de constituer cet effluent moyen qui, pour nous, était représentatif du bassin. Je peux pas dire du niveau national parce que j'ai pas les données. Voilà, donc c'est représentatif du bassin et indépendant de la taille de la station et de la filière de traitement. Donc pour nous, vous pouvez utiliser nos données et ça peut vous servir dans le cadre de votre diagnostic RSDE. Il faut bien sûr avoir en tête que plutôt les matrices les plus chargées, bon ça c'est un peu tarte à la crème, on s'en doutait un peu, hein, mais bon voilà, c'est toujours mieux de le dire. Les matrices les plus chargées, c'est les eaux d'entrée et les boues, avec pour les boues quand même des valeurs qui, dans la grande majorité des cas, et voire la quasi-totalité des cas, on est bien dans des concentrations qui sont compatibles avec l'épandage au sens de l'arrêté du 8 janvier 98. Je rappelle qu'on ne fait pas de lien avec la toxicité, donc ce n'est pas l'objet ni de l'étude ni de la synthèse, donc je ne dirai rien sur la toxicité, qu'on n'a pas fait d'analyse en termes de flux de polluants et en lien avec la sensibilité des milieux récepteurs, par exemple, et que donc, de notre analyse, on a retiré une première liste de stations prioritaires qui nous va servir de guide à l'action. En termes de substances, là, j'ai remis sur cette dernière diapo l'ensemble des substances qu'on a pu faire ressortir de notre analyse, donc que ce soit en fréquence de quantification, qui sont élevées, en impact sur l'environnement, donc juste pour le volet bien sûr sortie, donc boue et sortie eau, et pour les valeurs max, en fait, des substances qui étaient le plus souvent responsables des valeurs max par rapport aux valeurs repères du bassin. Donc ce que vous pouvez voir, c'est qu'en fait, il y a des molécules qu'on retrouve partout. L'AMPA, le glyphosate, vous le trouvez partout, quels que soient les compartiments et quel que soit en gros le volet par lequel on le regarde. Et puis il y a d'autres qui sont plutôt représentatifs d'un seul compartiment. Voilà, par exemple, les alkylphénols, on les trouve plutôt à l'entrée. Les métaux, on va les trouver un peu partout aussi. Enfin voilà, des choses comme ça. Mais globalement, c'est aussi les substances auxquelles on s'attendait, quoi. On n'a pas vraiment eu d'énormes surprises avec des choses qui ressortaient et qui n'étaient pas prévues. Voilà, juste pour vous dire que l'ensemble de ces résultats, ils sont capitalisés dans un document, dans un rapport qui est en ligne sur notre site internet et que donc vous pouvez télécharger. Et en particulier, pour avoir les tableaux que je vous ai montré, fréquence de quantification, valeur moyenne qui définissent l'effluent moyen. Vous avez tout ça dans ce document-là et vous pouvez le récupérer. Juste avant de laisser les questions, je finis juste pour remercier parce qu'en fait, c'est moi qui présente tout, mais moi, j'ai fait qu'une partie. Bon, voilà, ça revient. Hein. J'ai fait qu'une partie du travail et qu'on a fait ça grâce à un CDD qui a fait l'ensemble du travail. Donc, c'est Sandrine Papiès qui a fait ça. Qui a travaillé presque 6 mois sur le sujet. Donc, je la remercie. Et je remercie aussi les labos qui nous ont donné pas mal de données en direct, surtout sur les boues. C'est grâce à eux qu'on a vraiment pu avancer sur les boues. Donc, je les remercie aussi. Et bien sûr, toutes les collectivités qui ont déposé leurs données, qui ont persisté, parce que des fois, c'était pas facile. Mais on vous a un peu embêté, mais merci beaucoup parce que on est assez content quand même de la synthèse qu'on a pu réaliser sur le bassin. Voilà, merci de votre attention.